En 2024, le télescope James Webb pointe ses instruments vers une étoile à seulement 12 années-lumière de nous. Et ce qu'il capture ce jour-là va bouleverser notre compréhension des géantes gazeuses. Pour la première fois de l'histoire, les astronomes photographient directement une planète froide, presque aussi froide que Jupiter. Sa température, 2 degrés Celsius, 2 petits degrés. Et pourtant, cette planète fait 6 fois la masse de la plus grosse planète de notre système solaire. Bienvenue dans l'univers des super Jupiters. Ces mondes défient tout ce qu'on croyait savoir sur les planètes. Ils sont si massifs qu'ils flirtent à la frontière qui sépare les planètes des étoiles ratées. Certains sont plus denses que l'osmium, l'élément le plus dense de la table périodique. D'autres brûlent à des températures qui font fondre le fer. Et la question qui hante les astronomes depuis leur découverte reste sans réponse. Sont-ils vraiment des planètes ou autre chose ? Pour comprendre ce que sont les super Jupiters, il faut d'abord comprendre ce qu'est Jupiter. Jupiter, c'est un monstre, 318 fois la masse de la Terre, 1400 fois son volume. Si on pouvait creuser un trou dans Jupiter et y jeter la Terre, elle tomberait pendant des heures avant d'atteindre le cœur. C'est tellement massif que Jupiter ne tourne pas vraiment autour du Soleil. En réalité, Jupiter et le Soleil tournent tous les deux autour d'un point commun, leur barycentre, situé juste au-dessus de la surface solaire. Mais Jupiter, aussi énorme soit-elle, n'est qu'un début. Imaginez maintenant une planète qui fait 4 fois, 6 fois, 10 fois la masse de Jupiter. Des mondes si massifs qu'ils compriment leur propre matière jusqu'à atteindre des densités impossibles. Des planètes où la gravité à la surface dépasse 50 fois celle de la Terre. Si vous pouviez vous tenir debout sur un super Jupiter, ce qui est physiquement impossible, mais faisons l'exercice mental, vous peseriez plus de 4 tonnes. C'est ça, un super Jupiter. La définition officielle place la limite inférieure autour de 4 masses de Jupiter. En dessous, on parle simplement de géantes gazeuses classiques. Au-dessus, les super Jupiters s'étendent jusqu'à une frontière floue, quelque part entre 10 et 13 masses joviennes. Et cette frontière est cruciale. À 13 masses de Jupiter, quelque chose de fondamental se produit. La pression au cœur de l'objet devient si intense que le deutérium, une forme lourde d'hydrogène, commence à fusionner. L'objet se met à produire sa propre énergie comme une étoile, sauf qu'il n'est pas assez massif pour fusionner l'hydrogène normal. C'est ce qu'on appelle une naine brune, une étoile ratée coincée entre deux mondes. Mais voici ce qui fascine les astronomes. Cette limite de 13 masses joviennes n'est pas aussi nette qu'on le croyait. Certains objets de 12 masses peuvent fusionner du deutérium, d'autres de 14 masses n'y arrivent pas. Tout dépend de la composition chimique, de la température de formation, de l'histoire de l'objet. La frontière entre les plus gros super-Jupiters et les plus petites naines brunes est floue, poreuse, incertaine. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Prenons Kappa Andromeda b, découverte en 2012. Cette planète orbite autour d'une étoile brillante à 170 années-lumière de nous dans la constellation d'Andromède. Quand les astronomes du télescope Subaru à Hawaï l'ont photographiée pour la première fois, ils ont mesuré sa masse, environ 13 fois celle de Jupiter, pile sur la limite. Est-ce une planète ou est-ce une naine brune ? Le débat a fait rage. Les premières études la classaient comme planète. Puis des observations plus récentes ont suggéré qu'elle pourrait être bien plus massive, 40 fois, 50 fois Jupiter, ce qui la placerait fermement dans le territoire des naines brunes. Mais même si Kappa Andromeda b s'est révélée être une naine brune, sa découverte a changé notre façon de penser. Elle a prouvé que des objets à la frontière entre planètes et étoiles pouvaient se former autour d'étoiles massives dans des disques protoplanétaires, exactement comme les planètes ordinaires. La méthode de formation importerait-elle plus que la masse finale ? Cette question nous amène à l'un des plus grands mystères des super Jupiters. Comment se forment-ils ? Il existe 2 théories principales pour expliquer la naissance des géantes gazeuses. La première s'appelle l'accrétion de cœur. Un noyau rocheux se forme d'abord, comme pour une planète tellurique. Quand ce noyau atteint 10 masses terrestres, sa gravité devient suffisante pour capturer massivement le gaz environnant. En quelques millions d'années, une géante gazeuse est née. Mais cette théorie a un problème avec les super Jupiters.
Former un noyau rocheux de 10 masses terrestres prend du temps, beaucoup de temps. Et pendant ce temps, le disque de gaz autour de l'étoile se dissipe. Il y a une course contre le moment, et les simulations montrent qu'il est difficile, très difficile, de former des planètes de plus de 10 masses joviennes par accrétion de cœur. La deuxième théorie s'appelle l'instabilité gravitationnelle. Dans cette version, le disque de gaz autour de la jeune étoile devient si dense que des régions entières s'effondrent sur elles-mêmes directement sans passer par la case noyau rocheux. Cette méthode peut former des objets massifs très rapidement, en quelques milliers d'années seulement. Le problème, c'est exactement comme ça que se forment les étoiles et les naines brunes. Alors voici la question qui hante les astronomes: si un super Jupiter de 12 masses joviennes se forme par instabilité gravitationnelle exactement comme une naine brune, mais qu'il ne fusionne jamais de deutérium, est-ce une planète ou une étoile ratée? La réponse dépend de qui vous demandez. En 2024, une découverte a tout changé. Le télescope James Webb a photographié directement Epsilon Indi AB, un super Jupiter à seulement 12 années-lumière de nous. C'est la plus proche exoplanète massive jamais imagée directement, et elle est extraordinaire. Sa température de surface est de 2 degrés Celsius. 2 degrés. C'est plus froid qu'une journée d'automne à Paris. C'est à peine 100 degrés de plus que Jupiter elle-même, qui est à moins 160 degrés. Pourquoi est-ce si remarquable? Parce que toutes les exoplanètes qu'on avait photographiées avant étaient jeunes et chaudes. Elles brillaient encore de la chaleur résiduelle de leur formation. Epsilon Indi AB, elle, orbite autour d'une étoile aussi vieille que notre Soleil, entre 4 et 5 milliards d'années. Elle a eu le temps de se refroidir. Mais voici où ça devient vraiment étrange. Quand les astronomes ont analysé la lumière d'Epsilon Indi AB, ils ont découvert que son atmosphère était différente de ce que prédisaient les modèles. Elle semblait contenir beaucoup de méthane, d'ammoniac, de dioxyde de carbone, un ratio carbone-oxygène anormal, des clous denses dans les couches supérieures. Cette planète ne ressemble à rien de ce qu'on avait vu avant, et on ne sait toujours pas pourquoi. Mais Epsilon Indi AB n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et certains super-Jupiters sont bien plus extrêmes. Prenons Corotte 3b. Cette planète a été découverte en 2008 par le satellite français Corotte. Elle fait 22 fois la masse de Jupiter. 22 fois. Et pourtant, elle a presque la même taille que Jupiter, à peine légèrement plus grande. Comment est-ce possible? La réponse tient à un mot: compression. La gravité de Corotte 3b est si intense qu'elle écrase sa propre matière. Et quand on calcule la densité moyenne de cette planète, on obtient un chiffre vertigineux: 26,4 grammes par centimètre cube. Pour mettre ça en perspective, l'osmium, l'élément naturel le plus dense sur Terre, a une densité de 22,6 grammes par centimètre cube. Corotte 3b est plus dense que n'importe quel élément naturel, plus dense que l'or, plus dense que le plomb, plus dense que le platine. Une cuillère de matière de Corotte 3b pèserait presque 30 grammes. Et pourtant, cette matière ultra dense est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus légers de l'univers. C'est la pression qui fait tout. Au cœur de Corotte 3b, les atomes sont comprimés dans des états de matière que nous ne comprenons encore pas totalement. Mais tous les super-Jupiters ne sont pas froids et denses, certains sont exactement l'opposé. Bienvenue dans le monde des hot Jupiters, les Jupiters chauds. Ces géantes gazeuses orbitent si près de leur étoile qu'elles en font le tour en quelques jours seulement, parfois en quelques heures. À ces distances, la température de surface peut dépasser 2000 degrés Celsius. Le fer fond, le verre s'évapore, l'atmosphère elle-même peut s'échapper dans l'espace, arrachée par le rayonnement stellaire. Et quand un hot Jupiter fait plusieurs fois la masse de Jupiter ordinaire, vous avez quelque chose de véritablement infernal. WESP 121b, par exemple, est un super-Jupiter qui orbite si près de son étoile qu'il est déformé en forme d'œuf par les forces de marée. Son atmosphère contient du fer et du magnésium vaporisé, des métaux lourds sous forme de gaz qui forment des nuages dans la haute atmosphère. Et en 2025, le télescope James Webb a découvert quelque chose d'encore plus étrange.
WASP-121b perd 2 queues d'hélium géantes, l'une traînant derrière la planète, l'autre courbée devant elle, attirée par l'étoile. Cette planète est littéralement en train de se désintégrer. La question qui se pose maintenant est comment ces monstres arrivent-ils si près de leur étoile ? Parce qu'ils ne peuvent pas s'être formés là, c'est physiquement impossible. Pour former une géante gazeuse, il faut du gaz, beaucoup de gaz. Et près d'une étoile, le rayonnement est trop intense, il disperse le gaz avant qu'une planète puisse se former. Les géantes gazeuses doivent se naître loin de leur étoile, au-delà de ce qu'on appelle la ligne des glaces, là où les températures sont assez basses pour que les matières volatiles se condensent. Alors si elles se forment loin, comment finissent-elles si près ? La réponse s'appelle la migration planétaire. Il existe 2 mécanismes principaux. Le premier est la migration dans le disque. Pendant que la jeune planète se forme, elle interagit avec le gaz du disque protoplanétaire qui l'entoure. Ces interactions peuvent la faire spiraler vers l'intérieur, lentement mais sûrement, jusqu'à ce qu'elle atteigne une orbite proche de l'étoile. Le deuxième mécanisme est plus violent. On l'appelle la migration à haute excentricité. Ici, c'est l'interaction gravitationnelle avec d'autres planètes ou avec une étoile compagnonne qui projette la géante gazeuse sur une orbite très elliptique. À chaque passage proche de l'étoile, les forces de marée dissipent de l'énergie orbitale. L'orbite se circularise progressivement, rapprochant la planète de son étoile à chaque cycle. En 2024, les astronomes ont découvert une planète prise en flagrant délit de migration. TIC 241 249 530 b est un super-Jupiter sur une orbite incroyablement excentrique. Elle passe parfois 10 fois plus près de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil, puis s'éloigne jusqu'à la distance Terre-Soleil. Les simulations montrent qu'en 1 milliard d'années, cette planète aura terminé sa migration. Elle sera devenue un hot Jupiter classique, bouclant son orbite en quelques jours seulement. Nous observons l'évolution planétaire en temps réel. Mais il y a un mystère que même la migration n'explique pas. Certaines études récentes ont montré que certains hot Jupiter ont des orbites parfaitement circulaires, alors qu'elles n'auraient pas eu le temps de se circulariser depuis la formation de leur système. Les calculs ne collent pas. Une possibilité troublante émerge. Et si certains super-Jupiter ne migraient pas du tout ? Et si certains se formaient directement près de leur étoile ? Une étude de l'université Caltech en 2019 a suggéré que c'était possible. Le noyau rocheux d'une future géante gazeuse pourrait migrer vers l'intérieur pendant qu'il est encore petit, puis capter son enveloppe de gaz une fois arrivé près de l'étoile. Cette idée reste controversée, mais si elle est vraie, elle réécrirait une partie de ce que nous pensions savoir sur la formation des planètes. Revenons à notre question initiale. Les super-Jupiters sont-ils vraiment des planètes ? La réponse de l'Union astronomique internationale est claire. Si un objet peut fusionner du deutérium, au-dessus d'environ 13 masses joviennes, c'est une naine brune. En dessous, c'est une planète. Mais cette définition basée sur la masse pose problème. Un objet de 12 masses joviennes, formé par accrétion de cœurs dans un disque protoplanétaire, comme nos propres planètes, serait classé comme planète. Le même objet, avec la même masse, formé par effondrement gravitationnel direct, comme une étoile, serait toujours classé comme planète. Et un objet de 14 masses joviennes formé par accrétion de cœurs, si c'est possible, serait classé comme une naine brune, même s'il s'est formé exactement comme Jupiter. Certains astronomes pensent que c'est absurde. Ils proposent une définition basée sur la formation plutôt que sur la masse. D'autres arguent que nous ne pouvons pas connaître le mode de formation de la plupart des objets, donc une définition basée sur la masse est plus pratique. Le débat continue. Ce qui est certain, c'est que les super-Jupiters nous forcent à repenser nos catégories. L'univers ne se soucie pas de nos définitions. Il produit des objets sur un continuum, de la poussière interstellaire aux étoiles les plus massives. Les super-Jupiters occupent une zone grise fascinante, là où les planètes les plus massives se confondent avec les étoiles les moins massives. Et peut-être que c'est là que réside leur vraie importance. Chaque super-Jupiter que nous découvrons est un test pour nos théories de formation planétaire. Chaque nouvelle orbite bizarre, chaque atmosphère inattendue, chaque densité impossible nous rappelle que l'univers est plus créatif que notre imagination.
En ce moment même, des centaines de super-Jupiters attendent d'être découverts. Le télescope James Webb continue de sonder les systèmes stellaires voisins. Le futur télescope Nancy Grace Roman, prévu pour 2027, sera capable de photographier directement des géantes gazeuses autour d'étoiles semblables au Soleil, quelque chose qui n'ait jamais été fait. Et quelque part, dans notre voisinage cosmique, il existe probablement des super-Jupiters que nous n'avons pas encore détectés, des mondes de plusieurs masses joviennes, froids et silencieux, attendant qu'un télescope braque ses miroirs dans leur direction. Epsilon Indi AB était là depuis des milliards d'années. Il a fallu attendre 2024 pour la voir. Combien d'autres se cachent dans l'obscurité ? Les super-Jupiters nous rappellent quelque chose de fondamental. Nous ne savons presque rien. Nous avons découvert les premières exoplanètes il y a seulement 30 ans. Nous avons confirmé plus de 6000 mondes depuis. Et pourtant, chaque nouvelle découverte semble révéler plus de questions que de réponses. Des planètes plus denses que l'osmium, des géantes gazeuses à 2 degrés de température, des mondes qui se désintègrent sous les yeux de nos télescopes, des objets dont nous ne savons même pas s'ils sont des planètes ou des étoiles ratées. L'univers est étrange, et les super-Jupiters ne sont qu'un début.